les esthètes de la ferraille. Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode des esthètes de la ferraille qui sera ce soir consacré au PM63, respectivement du PM63C. La présentation sera effectuée par Monsieur Pretoria, qui nous disons bonsoir. Bonsoir Monsieur Abidjan. Bonsoir. Et accompagné de Monsieur Rangoon, à qui je dis également bonsoir. Bonsoir. C'est l'ami du Gabon. Bongo est l'ami de Giscard. Giscard est l'ami de Bongo. Ce pistolet mitrailleur PM63, une vieille arme en fait conçue dans les années 50. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Monsieur Pretoria ? Oui, absolument. Alors, en termes de développement, il a été développé, comme vous l'avez dit, vers la fin des années 50, puis est rentré en service au courant des années 60. Alors, officiellement, il a été accepté en 63 et est rentré en service de manière effective auprès des forces de police à partir de 1965. Forces de police, mais également l'armée et les différents services de sécurité de Pologne. C'est une arme en fait qui a finalement connu très très peu d'exportation. Ça a été exporté à quelques pays arabes, Vietnam et Europe de l'Est, Allemagne de l'Est, pardon. Et en fait, l'arme a été, au courant des années 80, remplacée par le PM84 Glauberit, qui fera l'objet d'une prochaine carte, en fait. Décidément, vous aimez collectionner les armes polonaises obscures. Oui, c'est une de mes paraphilies en fait. Donc, c'est ce qui est assez intéressant. Quand nous ne jugeons pas ici. Vous êtes dans un safe space, sachez-le. Nous ne jugeons pas. C'est bon à savoir. En fait, ce qui est assez intéressant avec ces armes, c'est que finalement, elles ont des designs qui sont assez atypiques en fait. Donc, c'est ce qui permet de voir la diversité par rapport à d'autres systèmes d'armes qui sont plus souvent des dérivés directs ou des productions sous licence. Est-ce que vous pensez que la consommation importante de vodka frelaté en Pologne dans ces années pourrait expliquer les nombreuses dérives armurières qu'ont connues ce pays ? Alors c'est vrai que contrairement à la République tchèque, il y a finalement assez peu d'armes, d'ordonnances polonaises qui sont des solutions particulièrement heureuses. La raison pour laquelle c'est le cas pourrait effectivement faire l'objet d'un débat, n'est-ce pas ? C'est parfait. Est-ce que vous pouvez nous présenter la technique, la mécanique de ce pistolet mitrailleur ? Effectivement, ça rentre dans la catégorie des pistolets mitrailleurs, quoique on pourrait également l'intégrer dans une sous-famille de ces types d'armes, à savoir les Personal Defense Weapons, les PDW. C'est un pistolet mitrailleur. Du point de vue légal, il s'agit d'une arme dite de catégorie A. Et pour la Suisse, elle exige une autorisation exceptionnelle pour collectionneurs du fait soit pour la version PM63C, la version semi-automatique, du fait de sa taille et de la capacité du magasin, ou alors s'il s'agit de la version d'origine PM63, une autorisation générale. Enfin, une autorisation exceptionnelle, pardon, pour armes automatiques. En termes de fonctionnement, compte tenu du type de munition utilisée, qui est le 9 Makarov, en fait, il s'agit d'une arme qui fonctionne par blowback, en culasse ouverte, d'ailleurs. Les sûretés sont les sûretés qu'on trouve en standard sur les armes qui fonctionnent par culasse ouverte dans les années 50.
Donc on a un levier de sûreté qui permet de bloquer soit la glissière complètement en avant, soit complètement en arrière. En termes de capacité, il y a deux types de magasins qui sont assez atypiques d'ailleurs, puisque sur ces magasins-ci, les magasins contiennent l'éjecteur sur le magasin qui rend le remplissage du magasin un peu agressif pour les doigts, puisque au moment où on arrive en butée, le doigt touche l'éjecteur qui est particulièrement affûté. Donc en termes de capacité, on a deux formats, un format 15 coups, dont le magasin ne dépasse pas d'un poignet pistolet, et 25 coups qui dépassent à la manière d'un Uzi, un magasin de Uzi de 32 cartouches. En termes d'encombrement... Oui. Si je me permets d'interrompre, pardon, ce que vous décrivez concernant le magasin, vous le voyez comme un inconvénient. Donc on se coupe les doigts. Mais moi je le vois au contraire comme un avantage. D'une part, cet éjecteur affûté permet de se débarrasser d'une sentinelle sans devoir tirer, en l'égorgeant, à la façon des techniques du SOE britannique, juste en utilisant le magasin. Et d'autre part, lorsqu'il s'agit de peler les patates, plus besoin de fournir un économe à la troupe. Il suffit de leur distribuer les magasins et roule ma poule. Oui, effectivement, c'est vrai que vu comme ça, c'est peut-être ma faiblesse inhérente au fait que je vienne d'un monde capitaliste. Mais c'est vrai que à la réflexion, c'est quelque chose de pertinent. On économise au moins sur deux aspects. Ça n'était peut-être donc pas un bug. Bref, excusez-moi pour cette parenthèse. C'est peut-être effectivement voulu. C'est peut-être effectivement voulu. Alors, pour en revenir sur les caractéristiques physiques, c'est finalement les deux pires côtés qu'on a soit sur un pistolet mitrailleur, soit sur un pistolet, hein, parce que on a une crosse télescopique et lorsque elle est rétractée, on est à 33 cm de longueur comme arme. Donc c'est un pistolet qui est très volumineux, qui est très lourd, hein, avec un magasin de 25 coups plein, on est à 2 kg. Et il a également un sacré inconvénient dans le domaine du pistolet mitrailleur, c'est-à-dire que quand la crosse est étendue, on reste en dessous des 60 cm, 58 cm pour être précis, avec la crosse dépliée. Donc ça conviendra naturellement pas particulièrement aux personnes de grande taille, hein, qui vont avoir des positions de tir particulièrement désagréables. Donc voilà, ça c'est pour vraiment la composante technique pure et dure. On peut maintenant regarder le PM63 en pratique sur différents aspects. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Moi j'étais en train de penser à l'aspect qui est finalement assez similaire avec une arme récente comme peut l'être le Steyr TMP, respectivement sa version suisse avec le BET TP9 ou MP9, qui est également maudit par une crosse extrêmement réduite et extrêmement désagréable à l'emploi. Oui, effectivement. Alors cette version-ci ou la version autrichienne, enfin, pour la version autrichienne, il n'y a bien sûr pas de crosse, mais il y a d'autres éléments qui n'inspirent pas particulièrement confiance. C'est le levier d'armement en fait, qui est un espèce de levier d'armement d'AR-15, mais tout en matière polymère et qui a tendance à flex pendant le mouvement de charge. Il y a encore d'autres faiblesses liées au choix matière, mais effectivement, toutes les armes qui ont des crosses qui finalement peuvent être escamotables sur une arme qui a un gabarit de pistolet sont effectivement désagréables à l'emploi en fait, parce qu'elles sont trop courtes. On peut éventuellement compenser ce problème
dans une certaine mesure avec l'emploi d'un point rouge, puisque un des principaux problèmes qu'on observe avec les crosses trop courtes, c'est la difficulté d'aligner correctement les organes de visée avec le but lorsqu'on a une visée traditionnelle avec hausse guidon. Donc là, c'est paradoxal. Pour le PM63, contre toute attente, je serais favorable à l'emploi d'un point rouge pour faciliter l'aide à la visée, quoi. Tout à fait. Je reviendrai sur le point de la visée dans un commentaire plus tard. Vous connaissez mon point de vue sur le Swisscom Drill, mais j'y reviendrai plus tard. 你是我们的领路人，我们永远跟你走，跟你走。Bref, nous étions donc sur le concept du PM63 en pratique. Oui, effectivement. Alors, en termes de disponibilité, le PM63 vraiment en pistolet mitrailleur, full automatique, etc. est disponible aux alentours des 700-800 francs en UC, donc avec holster, un certain nombre de magasins, en général 3. Et le PM63C a été disponible en très très petit nombre sur Suisse. Je dirais qu'il y a environ 5 exemplaires connus qui sont rentrés en Suisse. Également livrés en UC pour un prix équivalent. Concernant la munition, il s'agit de 9 mm Makarov. 9 mm Makarov, malgré la crise du secteur de la munition, n'a pas connu, en tout cas pas à ma connaissance, une très forte inflation. Ça reste un calibre qui est cher, mais compte tenu de la rareté des armes et du nombre d'utilisateurs en possession d'armes de ce calibre, finalement, cette munition est restée relativement stable. Il faut quand même compter entre 400 et 500 francs pour les 1000 coups, quoi. Comme je l'ai dit, cette arme est assez courante, en tout cas dans sa version full. Et le gros avantage, c'est que la munition reste disponible et produite en Occident par des manufacturiers civils qui, compte tenu de ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine, est appréciable parce qu'il n'y aura pas à se poser la question de la disponibilité de ces munitions, que ce soit à court, moyen ou long terme. Donc, concernant l'ergonomie. Alors l'ergonomie, finalement, je l'ai déjà abordé sur le point technique. C'est une arme qui a une conception qui est assez originale et qui se présente sous la forme d'un gros pistolet avec une crosse télescopique. Le gros souci, c'est que finalement, c'est pas si ergonomique que ça, et finalement, l'arme est plus intéressante à utiliser comme un gros pistolet, compte tenu de son poids, compte tenu de la faiblesse de la munition, en tout cas dans sa version PM63C. Dans le PM63, donc, qui est capable de tirer en full automatique, il y a un autre problème, c'est qu'en fait, c'est une détente progressive. Et le positionnement de la détente entre tirer uniquement coup par coup et tirer en full est très très faible, l'écart, et on se retrouve avec finalement une utilisation comme un gros pistolet qui est tout bonnement impossible à cause de cette détente progressive. Ensuite, le comportement général de l'arme, finalement, on se retrouve avec des organes de visée qui sont très peu pratiques.
qui sont situés très près du visage, et comme il s'agit d'un pistolet, ce sont des éléments qui sont en plus mobiles lors du tir. C'est encore plus problématique sur la version PM63C, puisque le PM63C est une arme qui est disponible légalement aux USA. Et aux USA, les masses percutantes, qu'elles soient semi-automatiques d'origine ou full auto, sont considérées par l'ATF comme étant des armes full automatiques. Donc en fait, pour pouvoir accéder au marché US, le fabricant a rendu l'arme tirant en culasse fermée. Et là, c'est encore plus problématique parce que on ne sait pas jusqu'où la culasse va bouger. Donc si on se rapproche beaucoup avec la tête pour mieux voir les organes de visée, je pense notamment aux personnes de grande taille, eh ben il n'est pas impossible de se retrouver, d'être frappé au visage par la glissière. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement désagréable. Oui, ok. Je comprends le principe. Ça veut dire, pour les gens qui n'ont pas la vision de cette arme devant eux, qui n'ont pas une image de cette arme devant eux, pardon, ça veut dire que lorsqu'on tire à culasse ouverte, la culasse est rétractée, donc elle est en bout de course, et donc le tireur peut peut positionner sa tête de manière safe, sûre, tandis que lorsqu'elle tire à culasse fermée, la culasse est fermée donc, et elle va repartir en arrière, et là le tireur n'a pas de point de comparaison pour savoir exactement comment positionner sa tête. Voilà, exactement. Est-ce que c'est juste ? Très bonne description. Dans sa version semi-automatique d'origine, donc PM63C, le tireur n'a pas de point de référence pour la position arrière de la glissière. Est-ce que vous Et je crois que vous avez expérimenté ce fait d'ailleurs. Oui, absolument. Là, c'est un rapport, un rétex première main de grande qualité, n'est-ce pas ? Un autre aspect pratique qui est sensible sur cette arme, c'est le port. Parce que comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un hybride finalement assez mal abouti, et le porter comme un pistolet mitrailleur, donc avec une sangle 1 point, n'est en fait pas réellement possible, ou pas possible dans de bonnes conditions pour deux raisons. La première, c'est que la sûreté est particulièrement légère, et notamment avec le PM63C, elle a tendance à sauter et à désassurer l'arme. Ce qui, bien sûr, pour une arme tirant en culasse fermée, donc je parle bien du PM63C, pose des problèmes de sécurité. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la plaque de couche de cette arme est libre de rotation quand la crosse est complètement étendue, et qu'elle a tendance à se replier de manière intempestive dans la pire position possible. Ça veut dire que à partir du moment où on prend la décision d'engager l'arme, et ben très souvent on va tirer avec les deux branches de la crosse en contact avec l'épaule, avec la plaque de couche repliée contre. Donc c'est particulièrement mal pratique et un petit peu désagréable, bien que ce soit compensé par la faiblesse de la munition. Maintenant, le gros problème, c'est la disponibilité du holster. Alors, il existe un holster d'ordonnance qui se présente sous la forme d'un gros holster comme pour une arme de poing, mais avec des standards qui sont assez atypiques également, puisque le pontet n'est pas couvert par le holster, ce qui va finalement à l'encontre des standards actuels de sécurité pour un holster. Et là, compte tenu de la forme très très particulière de l'arme, ce sera particulièrement difficile de faire un holster adapté chez un artisan en fait, pour un tarif qui serait correct en fait et contenu.
C'est parfait. Monsieur Rangoon, on vous entend peu, mais je crois savoir que vous avez une petite expérience de ce pistolet mitrailleur. Oui, effectivement, moi j'ai eu l'occasion de l'essayer dans un autre contexte à l'étranger. Puis c'est vrai que c'est une arme. Je rejoins alors Monsieur Pretoria sur ce qu'il en a dit quant à sa crosse qui est très déconcertante, puisque entre deux épaulés, on peut avoir la plaque de couche qui se retourne. Donc c'est très c'est très particulier, d'autant plus qu'elle est extrêmement courte. Je dirais que le côté prendre la culasse dans la figure, évidemment, se pose beaucoup moins. La prise de visée, elle est facile dans la prise de visée. Pour la simplifier, en fait, il suffit de regarder au-dessus de l'arme. C'est la seule façon vraiment de pouvoir savoir à peu près dans quelle direction on pointe. Enfin, Vous proposez de faire un espèce de tir underarm modifié. oui. Non, ce que je veux dire simplement, c'est la crosse étant très courte, ça se prête en fait très bien à viser par-dessus la culasse. C'est comme ça qu'il me semble que ça marche le mieux, c'est en regardant simplement le guidon par-dessus la hausse. C'est pas un EOTech du pauvre proprement parler, parce que le guidon n'a malheureusement pas un protège-guidon circulaire. Mais c'est comme ça qu'il m'a semblé que ça fonctionnait le mieux. Après, il y a un détail qui je pense aussi existe dans le PM63C, c'est qu'en fait dans la version automatique, il y a un réducteur de cadence, et je pense qu'ils se sont dit, les Polonais ont dû se dire, bon, les Tchèques ont mis un réducteur de cadence dans le VZ61, nous on va faire quelque chose de similaire. Et la solution technique qui a été choisie, ça n'influe pas en fait sur le rythme de relâchement du chien ou son cycle. Ça influe en fait au niveau de la culasse. Ce sont deux contrepoints en tungstène, et c'est une solution qui est esthétique, je pense, d'un point de vue de l'ingénieur. C'est-à-dire que effectivement ça peut marcher sur le papier, mais le problème c'est que à l'usage, ça crée une vibration qui est telle que sur l'exemplaire que moi j'ai eu l'occasion d'essayer, les goupilles avaient tendance à se chasser d'elles-mêmes. Alors ça c'est vraiment très particulier, je l'ai jamais vu avec aucune autre arme, je pense. Je pense que c'est un cumul de l'arme qui est légère. Alors autant, comme M. Pretoria l'a mentionné, elle est lourde pour un pistolet, mais autant pour un pistolet rafaleur ou un pistolet mitrailleur, elle est très légère. Et puis vous avez ce ralentisseur de cadence qui en fait, je pense, multiplie la vibration par quelque chose de non négligeable, et on se retrouve en fait à devoir contrôler les goupilles très régulièrement, quoi. Donc c'est très déconcertant, quoi. Voilà, je dirais l'expérience que j'en ai gardée dans la pratique. Question, Monsieur Rangoon, quelle était plus ou moins l'occurrence ou l'intervalle de contrôle de ces goupilles? Est-ce que c'était entre chaque séance de tir, ou est-ce que c'était entre chaque magasin tiré? C'était entre chaque magasin tiré. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Avoir une arme qui se démonte au bout de 15 ou 20 ou 25 coups, c'est vrai que c'est un peu gênant. Après, bon, c'est un sample de 1, un échantillon de 1 avec une arme qui avait déjà eu un vécu. C'était une arme de surplus. Bon, j'entends, il faut pas non plus en faire une généralité, mais c'est vrai que ça m'avait marqué, parce que je n'ai jamais vu ça avec une autre arme, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Enfin, je dirais, elle a un côté qui à nouveau est très bien pensé du point de vue de l'ingénieur, c'est-à-dire le déploiement de l'arme dans la séquence de déploiement d'un PM63. Ça commence avec déployer la poignée avant, déployer sortir la crosse, qui est en soi une action relativement laborieuse, et puis tirer la culasse en arrière, elle se verrouille donc en position ouverte, dans sa version automatique.
En fait, ça prend pas mal de temps finalement. Et je pense que la meilleure façon de l'utiliser, c'est franchement comme un pistolet. On peut d'ailleurs armer le système simplement en utilisant le bec qui est à l'avant de la glissière. Ce bec, il sert bien sûr à protéger votre main pour du blast, à la protéger si jamais elle venait à peut-être s'avancer un peu trop. C'est une excroissance qui permet d'armer l'arme. En fait, il suffirait de l'appuyer contre une table, par exemple, et ça vous bloque la culasse en arrière. Mais vraiment, en fait, la mise en batterie du système, si on veut vraiment l'utiliser dans sa configuration avec la crosse déployée et la poignée avant, ça prend pas mal de temps. Je sais pas si vous avez essayé avec votre PM63 de le faire. Si vous l'avez en UC, sortir l'arme du holster et la mettre en batterie comme ça prend pas mal de temps. Oui, effectivement. Alors la partie un petit peu critique, c'est déployer la poignée verticale avant, puisqu'on est quand même effectivement très très proche de la bouche à feu, d'où l'apparition de ce bec, ce déflecteur qui fait aussi le rôle de détrompeur pour éviter que l'utilisateur se blesse. Le déploiement de la crosse arrière, je trouve assez aisé, puisque il existe en réalité deux variantes de déverrouillage de la crosse. Un gros bouton et un bouton qui est beaucoup plus petit. J'ai sur ma version la chance d'avoir le gros bouton. Donc à ce moment-là, l'extraction et tirer la crosse se fait rapidement. Mais bien sûr, la seule chose qui est vraiment problématique, c'est que la plaque de couche, si elle est facilement mise en place, se redéplace de manière intempestive tout aussi facilement, quoi. Je pense que c'est une arme, en réalité, la façon dont il faudrait l'utiliser, si quelqu'un voulait la préparer pour un usage autre que autre qu'une arme à montrer dans une collection, ce serait vraiment d'abord de souder la plaque de couche en position déployée, quitte à ce que la crosse ne puisse pas se rétracter complètement, mais ça à la limite c'est pas grave. D'ailleurs ça permettra un déploiement beaucoup plus rapide, et puis je pense qu'on peut également coller la sécurité manuelle Alors, en position de feu, quoi. De ce point de vue-ci, on peut rabattre complètement la composante télescopique de la crosse avec la plaque de couche dans sa position tir. Le gros problème, c'est que c'est une plaque de couche qui est extrêmement fine dans le tôle, et je vois deux inconvénients majeurs. Premièrement, ça va s'accrocher partout. Et deuxièmement, s'il y a vraiment un contact violent ou si l'arme tombe, on se retrouvera avec une plaque de couche complètement déformée. Et donc, j'aurais tendance à dire que le remède serait pire que le mal, en fait. Oui, je vois bien ce que vous voulez dire, et je pense que ça nous ramène à ce que disait Monsieur Abidjan tout à l'heure, à savoir son intérêt pour ce qu'il appelle le drill Swisscom, que c'est vraiment dans ce contexte-là que cette arme a un quelconque intérêt. Et à ce niveau-là, Monsieur Abidjan expliquera, je pense, plus en détail ce qu'il entend par là. Mais à mon avis, c'est vraiment le PM63 est une arme qu'il faut utiliser sans déployer la crosse. Il faut la prendre comme un pistolet, quoi. Exactement. Mais justement, je voulais vous proposer à tous les deux un petit exercice d'imagination. Donc nous sommes en 1974 et en tant qu'activiste d'un groupe terroriste gauchiste type Fraction Armée Rouge ou Brigade Rouge, vous avez le choix entre un Beretta 93R ramassé sur un carabinier, un PM63 fourni par l'ambassade de Pologne de votre ville, ou respectivement un Stechkin fourni par votre correspondant du KGB. Quel est votre choix? Oh, évidemment le Beretta 93. Oui, mais ça c'est uniquement parce que vous êtes un esthète. Mais en pratique, J'aurais tendance à dire, malgré tout, le PM63, parce que la munition est relativement peu puissante, et comme l'arme est très lourde, elle est
enfin, d'après mon expérience, elle reste quand même très très contrôlable avec une cadence qui est réduite. Les deux autres armes ont des cadences de tir qui sont beaucoup plus élevées, qui rendent le fait de le contrôler beaucoup plus problématique en fait. Mais justement, là, je pense que vous ratez, vous passez complètement à côté du point. C'est-à-dire que dans le cadre qui a été donné, enfin qui a été édicté par Monsieur Abidjan, tout est une question de médiatisation. Je veux dire, cette action de groupe gauchiste, le seul but, c'est une revendication derrière qu'il faut obtenir. À partir de là, quoi de mieux qu'une rafale très rapide? Quoi de mieux que des flammes? Quoi de mieux qu'un bruit strident? Qu'une Rafika de Beretta 93. Voir si vous avez du style, un Beretta 951R, encore beaucoup plus de style. Là, ça me paraît évident que la solution c'est le Beretta, parce que quand vous serez en couverture des tabloïds anglais, avec votre PM63, vous aurez une pauvre mine, hein, je vous le dis. Alors, il a quand même de la gueule, ce PM63. Il a de la gueule. Je suis désolé. Le Beretta, c'est une Ferrari. Mais le PM63, c'est pas une Lada. On est presque au niveau du Desert Eagle en termes de gueule. C'est une arme cinématographique, si j'ose. Oui, et puis vous n'avez pas mentionné la possibilité de l'utiliser en dual wielding, donc deux PM63, un dans chaque main avec la crosse avant dépliée. Ne soyez pas gourmand, monsieur Pretoria. Restez raisonnable. Là, on parle uniquement de l'exécution d'un diplomate ou d'un patron d'entreprise pétrolière dans sa BMW, respectivement dans une cabine téléphonique. D'un port capitaliste, n'est-ce pas? Un port capitaliste, complètement. Agent et valet de la CIA. Oui, je resterai quand même soit sur un PM63 ou sur un Stechkin alors. Ou alors un VZ61. Ben ça tombe bien. Comme ça, vous laissez le choix libre pour moi de prendre ce pauvre Beretta 93 dont apparemment personne ne veut ici. C'est vrai, mais le gros problème, c'est que une action en Italie, le 9 mm, pour toute action ultérieure, sera beaucoup plus compliqué. D'où l'intérêt, en fait, du VZ61 en 7,65 Browning, dans un calibre à l'époque relativement libre et disponible partout. Mais qui vous a dit que je peux pas faire mettre un canon de 7,65 Parabellum sur mon futur Beretta 93? On atteint des sommets esthétiques, n'est-ce pas? Beretta 93 plaqué or avec des gravures. Bon, le drame de ce pauvre Beretta, c'est que sa plus grande exposition, c'est le difficile privilège d'avoir été le pistolet de Robocop. C'est d'ailleurs étonnant parce que dans ce rôle-là, le PM63 n'aurait pas eu besoin d'un maquillage. Il était déjà suffisamment ridicule pour être dans les mains de Robocop. Tout à fait. Mais je pense que des PM63 à Detroit en 1987 ne couraient pas les rues. Oui, c'est vrai que d'ailleurs beaucoup de matériel soviétique était maquillé en fait, hein, notamment des matériaux beaucoup plus lourds tels que blindés ou avions quoi. C'est juste. Il y a le cas dans l'Aube Rouge, en particulier. Il y a beaucoup de matériel qui est assez drôle. C'est souvent du matériel occidental, du Valmet, des trucs comme ça qui sont. D'ailleurs, le grand méchant utilise un jatimatic de mémoire. Ah bah voilà, on a oublié le jatimatic en concurrence de ces armes. Ouais, bon, malheureusement, un Jatimatic, pour pouvoir le tester, pour en faire une carte, ça va être un petit peu plus tendu quand même. Ça va être un peu plus tendu. Mais enfin bref, tout ça pour dire que la bonne réponse à mon dilemme, c'était évidemment un MAS 1938. Mais nous reviendrons une autre fois sur cet aspect-là. Exactement. Et dans la nuit sombre, nos corps enlacés ne faisaient qu'une ombre lorsque je t'embrassais. Sur Donc, ce, en Monsieur conclusion, Pretoria, voilà, je vous laisse conclure. Alors,
comment dire, la composante historique, alors il s'agit très clairement d'une arme de la guerre froide utilisée à l'Est, finalement avec une diffusion assez restreinte, en fait, on pourra convenir qu'elle n'intéresse finalement que l'amateur de matériel un petit peu atypique ou polonais. Hein. Là, on est vraiment en plein dedans. Je rappelle également que aucun des systèmes développés par les Polonais n'ont été vraiment de grands succès quand ils ont développé en propre. Hein. Ne sombrez pas dans la polonophobie, s'il vous plaît. Ah non, mais non, ça y a pas de risque, mais bon, il faut quand même appeler un chat un chat. Hein. Je vous rappelle que la carte sur le PM 84, respectivement le PM 96, est en préparation et il ne s'agit pas non plus de quelque chose de particulièrement resplendissant. Écoutez, ouais, j'ai une autre opinion de certaines armes polonaises, mais c'est vrai que autant aussi polonaises qu'elles fussent, elles avaient quand même un ADN soviétique à l'origine. Je pense à des armes qui étaient quand même pas de série, hein. Mais on pourra en parler une autre fois. Oui, très très volontiers. Hein. Ça pourrait même faire l'objet d'un podcast libre, hein, sans présentation de carte. Maintenant, pour en revenir à la technique, bah, il y a basiquement dans son fonctionnement, il n'y a rien de révolutionnaire. Il a néanmoins quelques points d'intérêt, comme notamment la fonction d'éjection qui est sur le magasin, qui est quand même un petit peu problématique pour une arme qui tire en culasse fermée, notamment pour le retrait du cartouche. Ces maslots en tungstène, en toxène, oui, effectivement, et le dispositif de sécurité pour éviter de blesser la main du tireur, respectivement la main qui tient la poignée verticale avant. En termes de pratique, c'est une arme qui est... La main d'appui. Pardon ? Voilà, la main d'appui. La main d'appui, merci. Euh... La main d'appui, voilà. Ouais. Concernant la pratique, finalement, je suis absolument d'accord avec Monsieur Abidjan. Il s'agit d'une arme qui est adaptée, particulièrement adaptée au Swisscom Drill. Donc l'arme engagée dans sa configuration la plus compacte. Et sinon, de par ce concept hybride, finalement, il ne convient ni à une utilisation comme pistolet, parce que trop lourd et encombrant, et également comme pistolet mitrailleur, avec une poignée trop courte et des organes de visée qui sont finalement trop proches des yeux et pas adaptés pour une utilisation comme un pistolet mitrailleur, digne de ce nom, de type Uzi notamment. Là, Swisscom Drill, voilà. Je crains que la place de choix du PM63 en fait soit celle d'une arme de curiosité. D'abord parce qu'elle a sa mécanique particulière, mais aussi il y a un point que je pense que nous n'avons pas mentionné, c'est que c'est tout de même une arme de bonne facture. C'est objectivement une arme bien faite. Alors les solutions techniques, comment ça a été dessiné, etc. Ça c'est autre chose. Mais l'arme quand on l'a en main, elle donne une impression de qualité. Oui, effectivement, vous soulevez un point qui est pertinent. C'est une arme qui est très bien usinée, qui est très bien finie. Bon, mis à part éventuellement un jeu sur la poignée avant, mais est-ce que c'est un jeu qui était préexistant ou qui est apparu au fur et à mesure des utilisations, sachant que la production a été arrêtée à la fin des années 70. Donc début des années 70, pardon. Donc oui, effectivement, ça il faut laisser aux Polonais, même si très souvent les concepts des armes manquent leur but. Les solutions techniques mises en place par les ingénieurs et les techniciens
sont très souvent originales et en dehors des sentiers battus. Ça, c'est vrai. Et quelle note mettez-vous donc? Donc, si je veux maintenant mettre une note globale ou un commentaire global, bah, c'est une arme qui est intéressante comme arme de curiosité, mais qui n'est définitivement pas adaptée pour un tir pratique, tir dynamique ou tir classique. Où là, on trouve des systèmes d'armes avec des concepts non hybrides, mais plus adaptés à l'un ou l'autre des applications, quoi. Alors, composante historique 1 sur 5, composante technique 2 sur 5, pratique 1 sur 5, et en global 1,5 sur 5. Et en application Swisscom Drill, 5 sur 5, et remplit absolument son boulot. Particulièrement en version SD, qui est à mon avis la bonne version. Qui est une sous-version particulièrement intéressante, effectivement. Monsieur Abidjan, qu'en pensez-vous? Alors moi je n'ai d'expérience qu'avec la version semi-automatique, et c'est plutôt une arme qui m'a plu, en tout cas en tir à portée relativement courte. J'ai trouvé très agréable au tir, la détente était plutôt bonne, et les résultats étaient là, quoi. Moi je pense que c'est une arme absurde, mais finalement pour le prix qu'elle coûte, entre un énième P226 ou le P63C, je me dis que le P63 a du charme. Mais c'est pas une arme que je mettrais dans ma collection personnellement. C'est pas mon dada. D'accord. Donc si je veux un petit peu résumer, c'est absurde mais tellement drôle. Exactement. Nous avons beaucoup d'armes comme ça. Alors, indispensable comme un Manura MR93. Oui, absolument, mais c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes des esthètes de la ferraille. Tout à fait. Alors, je vous propose de conclure cet épisode sur ces diverses remarques. Je vous remercie déjà pour votre participation, qui fut fort intéressante. Merci pour le travail de M. Pretoria sur cette carte consacrée au PM63. Merci aux commentaires avisés de Monsieur Rangoon, et je vous souhaite donc une bonne soirée à tous les deux. Merci à vous aussi. Bonne soirée à tous. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что взлетая оставляет земля лишь тень. Les esthètes de la ferraille.